Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus et ce soir nous reviendrons sur la convocation du docteur Floch par l'ordre des médecins. Il s'agissait d'une audition suite à l'envoi effectivement d'ordonnances anonymes pour dénoncer les prescriptions qu'il opérait pour soigner les malades du Covid. Vous aurez donc l'intégralité du rassemblement devant le Conseil de l'Ordre à Grand-Camp. Ce sera à 19h, mais pour l'instant, place au reste de l'actu. Nous sommes le mercredi 6 octobre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous partirons sur le front social avec la mobilisation des syndicats de l'éducation nationale qui sont en marche contre le pass sanitaire, mais aussi les manques de moyens. Puis nous interrogerons le maire de Lamentin, Jocelyn Sapetit, qui se met en retrait du Parti socialiste après le départ de Josette Borrell l'incertain. Et enfin, nous parlerons effectivement de l'inauguration du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Et avant de développer ces quelques titres, eh bien on parle du point Covid qui devient une habitude. Et voilà plus d'un mois maintenant que la situation épidémiologique s'améliore. 7 semaines consécutives. On compte donc 237 nouveaux cas, soit une centaine de moins que la semaine précédente. Le taux d'incidence passe de 91 à 76 pour 100 000 habitants. On n'est pas loin du seuil de vigilance fixé à 50. Après, techniquement, on pourrait avoir un retour à la normale. Le taux de positivité est assez bas, 2,3% contre 4,2% la semaine dernière. Le facteur de reproduction baisse également, passant de 0,61 à 0,59. 13 décès sont quand même à recenser sur la période, contre 18 la semaine précédente. Pour avoir un petit détail, donc on est à 13 cette semaine, 18 la semaine précédente, 22 sur la semaine d'avant, 56 sur la semaine, donc il y a 4 semaines. Donc effectivement, la situation s'améliore, même si quand même le niveau de décès reste élevé. Et puisque la situation épidémiologique et les chiffres ont tendance à virer au vert, eh bien le déconfinement par étapes va commencer ce vendredi avec une reprise des activités en plein air, avec passe sanitaire bien évidemment. Les bars et restaurants par contre resteront fermés. A contrario, vous pourrez vous déplacer à plus de 10 km de votre domicile. Fini les restrictions. Les restaurants de moins de 30 clients, eux, peuvent recevoir sans passe sanitaire pendant les 2 semaines à venir. Les rassemblements de plus de 10 personnes, par contre, sont toujours interdits. Et à partir du 6 novembre, notez que le passe sanitaire sera obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans. Et notez une petite information au passage sur la vaccination, puisqu'on en parle beaucoup. Bon, elle est au ralenti en ce moment. On a entre 5000 et 6000 injections par semaine. On est bien loin des chiffres de quand on était effectivement au pic de la 4e vague. Et notez que la Suède a décidé de suspendre le vaccin anti-Covid Moderna pour les moins de 30 ans en raison d'un risque d'inflammation cardiaque chez les jeunes. Cette décision est prise après des signes de risque accrus d'effets secondaires graves comme les myocardites et les péricardites. Je vous en parle depuis quelques semaines maintenant. Et le risque est visiblement plus marqué à partir de la 10e dose et surtout pour les hommes. Autre pays qui applique ce principe de précaution, le Danemark et la Norvège qui déconseillent formellement le vaccin Moderna pour les moins de 18 ans. Et pour vous faire une petite idée des chiffres, on ne va pas parler que de Moderna, n'est-ce pas, mais pour ce qui est remonté de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui produit régulièrement des relevés de pharmacovigilance, et bien notez qu'en France, on a déjà comptabilisé sur les 500 cas
d'effets secondaires graves recensés chez les enfants. On a quand même 33 myocardites. Je parle des enfants de 12 à 18 ans pour être précis. On a 33 myocardites, 15 péricardites qui sont déjà remontés dans la pharmacovigilance entre 12 et 18 ans. Et ça, c'est pour le vaccin Pfizer. Donc Pfizer et Moderna ont visiblement les mêmes effets au niveau du cœur. Et notez également que le docteur Floch était convoqué devant l'ordre des médecins pour avoir traité des malades du Covid. Une traque des professionnels de santé réfractaires à la doxa du tout vaccinal est en cours. Il a visiblement été dénoncé de façon anonyme grâce à 3 ordonnances qui ont été transférées à l'ordre des médecins. Vous pourrez voir l'intégralité de ce reportage à 18h, toujours sur Canal 10 évidemment. Et en octobre, on sensibilise au cancer et particulièrement à celui du sein. Et nous sommes donc partis à votre rencontre voir si justement vous vous y connaissez et si vous agissiez pour la lutte contre ce cancer. Mention spéciale pour une dame justement qui conseille aux hommes de palper leur dame. De quoi faire une pierre deux coups, messieurs. Reportage. Du sein, il faut aller chez son médecin assez souvent, faire des palpations, comme on dit. Ou soi-même, on peut le faire soi-même. C'est une palpation sous la douche tous les jours pour aller vérifier qu'il n'y ait pas de nodules, voilà, quelque chose qui grossirait et dans ce cas-là qui emmènerait à consulter. Une mammographie. Consulter déjà un médecin. Ensuite, après, voir si faire des mammographies, tout ce qui s'ensuit. Palper, surtout. Et surtout, mesdames, si vous avez vos maris quand même, faites-vous quand même caresser, masser le sein. Et par rapport à ça aussi, monsieur peut voir s'il y a une différence ou pas. Et on peut détecter aussi le cancer ainsi. Il faut se faire dépister. Donc voilà, non, mais après, bon, maintenant, il paraît que pour les hommes aussi, ça concerne aussi les hommes. On a tendance à manger, c'est vrai, beaucoup de choses importées. Et nous avons dans nos aliments locaux extrêmement de médicaments. Ça dépend de quel type de cancer qu'on a et l'alimentation, peut-être probablement même des exercices physiques. Il faudra pratiquement faire quasiment rentrer dans, dans son mode de vie. Je pense qu'après avoir une bonne hygiène de vie, je pense que c'est important aussi pour prévenir. Le gouvernement travaille en ce moment sur un projet de loi sur l'amélioration de la sécurité civile et l'encouragement du volontariat des sapeurs-pompiers. Un sacré nom pour simplement dire qu'il souhaite mettre en place un numéro unique pour tous les services d'urgence. Une fusion des pompiers et du SAMU qui n'irait pas dans le sens de l'optimisation de la régulation des patients selon Patrick Portécop. Pour le chef du SAMU de Guadeloupe, il n'est pas judicieux de calquer le modèle anglo-saxon qui a montré ses limites. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. La difficulté que nous rencontrons tous les SAMU au niveau de la France et des Outre-mer, c'est qu'à l'occasion d'un examen au niveau du Parlement d'un projet de loi intitulé projet d'amélioration de la sécurité civile et de l'encouragement du volontariat des sapeurs-pompiers, les SAMU se sont rendus compte qu'il avait été inséré des dispositions qui ne vont pas du tout dans le sens du développement comme nous sommes en train d'y travailler, de l'optimisation de la régulation médicale qui a déjà montré ses effets bénéfiques et qui est au cœur de la prise en charge moderne des patients sur tous les territoires de France et de Navarre. Au moment où on est en train d'expérimenter des services d'accès aux soins qui regroupent les médecins libéraux et les médecins de médecine d'urgence pour justement mieux répondre à toutes les demandes de soins, le législateur est presque en train d'adopter une organisation qui voudrait un numéro unique pour tous les services d'urgence, médical, secours à personne, sécurité, et surtout des plateformes communes sur lesquelles finalement les appels ne seraient pas décrochés par des personnes venant du ministère de la Santé et donc astreints à un secret professionnel, avec une écoute par du personnel compétent sur les sujets médicaux, et avec comme objectif surtout de renvoyer l'ensemble des demandeurs vers les urgences hospitalières qui, elles, dans tous les départements, sont déjà submergées. L'organisation du système de santé n'est pas en capacité de supporter tout cela. Simplement, la vigilance que nous souhaitons
apporter, c'est qu'il est impératif que le Parlement revienne à l'écriture du texte qui permettait de développer encore davantage le service d'accès aux soins, qui permettent justement à la population d'avoir des avis médicaux et des orientations en rapport avec l'urgence de la pathologie pour laquelle ils appellent, et pas une simplification simpliste, mais qui en fait est une fausse bonne solution qui permettrait bien au contraire de tout désorganiser là où il y a déjà beaucoup de désorganisation. Cette organisation avec un numéro unique comme les pays nord-américains ou anglo-saxons, ils sont en train de se rendre compte que ça consiste à transporter assez rapidement beaucoup de personnes vers les services d'urgence où ils patientent des heures avant qu'on se rende compte qu'ils n'avaient pas besoin de s'y rendre. Donc nous ne comprenons pas les raisons qui président à ce type d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, au moment où on est en train justement de créer un diplôme pour nos personnels de régulation, au moment où on crée des instituts de formation à ces métiers. Il n'est pas envisageable que le trait de plume sur un projet de loi qui ne nous concerne pas au demeurant. Nous nous félicitons d'ailleurs que la sécurité civile puisse mieux s'organiser, parce que quand on lit ce projet de loi, il a beaucoup de sens. Simplement, sans la concertation et sans l'avis des professionnels de santé de l'urgence, il n'est pas question que notre devenir soit remis en question. Toujours effectivement ces problèmes de concertation. Et à l'instar du national, le Parti socialiste de Guadeloupe serait-il à l'agonie? On y viendra tout à l'heure. On part pour l'instant pour la mobilisation des personnels d'éducation. Ils se sont rassemblés devant le rectorat à Providence aux Abîmes. Nous sommes mécontents tout simplement du traitement qui est fait du travail et de l'abnégation des enseignants. Lorsque la rectrice décide de modifier le calendrier scolaire, en réalité, elle dit tout simplement aux enseignants qui, depuis le 1er septembre, se sont occupés des enfants, de soignants et des personnels indispensables à la crise, qu'ils ne les ont pas surveillés en centre d'accueil. Lorsque la rectrice modifie le calendrier en demandant 12 jours de rattrapage, elle signifie aux enseignants qu'ils n'ont pas travaillé. Nous, les enseignants, on a travaillé. Les autres personnels de l'éducation nationale ont travaillé. C'est vrai qu'il y a eu un report de la rentrée des élèves du 1er au 13. Il y a eu aussi un report de la rentrée des enseignants sur juste 3 jours. C'est-à-dire depuis le 6, la plupart des enseignants ont repris le boulot. Certains enseignants ont repris bien avant le 6 pour pouvoir justement préparer la rentrée des enseignants le 6 et la rentrée des élèves le 13. Ce que nous reprochons, c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un changement du calendrier scolaire. Déjà, on ne sait même pas si ce qui s'est passé, c'est vraiment légal. Parce qu'il y a des conditions très strictes pour changer un calendrier scolaire. Nous, enseignants, malgré toute notre bonne volonté depuis le début de l'année, depuis 18 mois, comme on vous l'a dit, aujourd'hui, on se sent vraiment abandonné par notre administration qui nous méprise. Et j'ai pas honte de le dire, c'est du mépris, parce qu'on ne comprend pas ce qui arrive. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la rectrice nous a méprisé le corps enseignant. Alors mes collègues et moi sont sous le coup de massue, mais on espère qu'il y aura une solution à cette situation, parce que l'année risque d'être longue. Un reportage signé Olivier Félix et Maxime Morel. Et je posais la question tout à l'heure, à savoir si le Parti socialiste n'est pas à l'agonie en ce moment, puisqu'après le départ de Josette Borrell l'incertain pour trahison de son ami Victorin Lurel, le président de l'association des maires a décidé de prendre congé. Et s'il n'a pas clairement débarqué du navire qui semble couler, Jocelyn Sapoti ne prend plus part aux décisions du parti. Il entend travailler sur un projet plus en phase avec la population guadeloupéenne. Une proposition sera faite au Parti socialiste et en cas de refus, le maire de Lamentin se verra dans l'obligation de trancher. On sent que ça n'ira pas dans le sens de sa formation politique. Le reportage de Charlie Dagonia. Je n'ai pas démissionné et je me suis mis en congé. C'est une formule qui existe. La différence, c'est que je reste encore affilié au parti sans en être membre. Je ne suis plus membre actif, je ne participe plus aux réunions du parti, je ne participe plus aux décisions du parti. Je travaille avec d'autres personnes pour faire une proposition. Si le Parti socialiste adhère à cette proposition, je verrai avec le Parti socialiste comment on pourra continuer à travailler ensemble.
Si le Parti socialiste n'adhère pas à la proposition qui sera faite et qui sera étudiée avec des Guadeloupéens, à ce moment-là, vous saurez, la Guadeloupe saura quelle décision que je vais prendre. Pour le moment, je veux prendre une distance qui me permet de travailler sur un projet pour la Guadeloupe, avec les Guadeloupéens et de manière libérée de toute attache à tel ou tel parti pour pouvoir faire ce travail-là. Il faut changer de page, il faut tourner la page et il faut aller sur les grands chantiers, sur les grands dossiers de la Guadeloupe et faire des propositions qui sont mûrement réfléchies, qui sont mûrement expertisées, qui sont mûrement travaillées avec des Guadeloupéens sur place en Guadeloupe et pouvoir proposer dans une négociation, dans une relation de discussion, dans un partenariat avec des forces politiques sont des forces politiques guadeloupéennes, mais aussi des forces politiques nationales, hexagonales, qui vont nous accompagner pour pouvoir réaliser ce projet qui permettra aux Guadeloupéens d'espérer. Le projet, il faut qu'il soit institutionnel, voire même statutaire. Il faudrait que le projet soit économique, il faudrait que le projet soit culturel, il faut qu'il soit sportif, il faut qu'il soit sociétal et il faut surtout qu'il nous permette de sortir de la crise dans laquelle on est là aujourd'hui, qui est une crise des valeurs. Une grosse crise interne au Parti socialiste. En ce moment, Parti socialiste d'ailleurs qui a proposé un projet de loi, vous l'avez entendu, pour l'obligation vaccinale qui devait rentrer en vigueur, qui devrait, si c'est voté, rentrer en vigueur le 1er janvier 2022. Si c'était acté. 1er janvier 2022, ça nous laisse un petit peu, pas beaucoup de temps d'ailleurs, mais visiblement en commission, le texte a été rejeté, donc il sera représenté donc, le 13 octobre prochain, mais a priori il y a très peu de chances effectivement pour que cette obligation vaccinale passe de manière démocratique. Bon, on n'est pas à l'abri d'un petit 49.3 et d'un petit passage en force du gouvernement. Et le préfet a inauguré hier un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. En partenariat avec le service de contrôle judiciaire et d'enquête, cette unité a pour objectif de s'occuper des auteurs auxquels on ne pense pas, effectivement, c'est pas faux. Le reportage. Alors, on est ici parce que je viens de signer une convention avec une association qui va mettre en place un centre de traitement pour les auteurs de violences intrafamiliales, faites aux femmes, conjugales en général. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on traite beaucoup, évidemment, les victimes, et c'est important, c'est extrêmement important de le faire. Mais aujourd'hui, on va aussi travailler sur les auteurs de violences pour leur permettre de se réinsérer, pour comprendre ce qu'ils ont fait, et surtout pour éviter une chose qui est la récidive. Parce que c'était extrêmement important. Donc c'est une convention, on la signe ici au tribunal parce qu'on travaille évidemment avec les parquets et avec le siège, puisque les gens seront sous main de justice, et cette association elle va les accompagner, elle va leur permettre d'essayer de prendre conscience de leur cas, de les éloigner des victimes aussi, et puis ensuite de traiter l'ensemble de leur cheminement pour qu'ils évitent la récidive. Le centre de prise en charge des auteurs de violences familiales, c'est une structure qui se crée en Guadeloupe. La Guadeloupe a été retenue parmi d'autres départements et on est très heureux que ce soit le cas et on l'appelait de nos voeux. Et donc ce centre de prise en charge va permettre, comme son nom l'indique, une meilleure prise en charge des auteurs. On s'est longtemps beaucoup occupé des victimes de violences familiales, ce qui est tout à fait normal, mais il faut aussi qu'on sache s'occuper des auteurs avant la peine, avant la condamnation, mais également après, faire en sorte d'une part qu'ils ne passent pas à l'acte dans la mesure du possible avant, mais surtout qu'ils ne récidivent pas après être déjà passés à l'acte. Donc ce centre de prise en charge, il va être là pour ça, pour travailler avec ce public-là, avec ces auteurs, travailler sur leur fragilité, sur leur capacité de passage à l'acte. Voilà, c'est des sujets qui vont être, j'espère, mieux traités en Guadeloupe désormais grâce à cette nouvelle structure. Donc c'est une première convention donc, entre l'État et le SCJE. D'autres conventions suivront dans les prochains jours, notamment une convention entre les parquets et l'association SCJE qui porte le CPCA de Guadeloupe, puisque les tribunaux sont les principaux orienteurs, si on peut appeler ça ainsi. C'est les tribunaux qui vont orienter la majeure partie des auteurs, puisqu'effectivement des auteurs peuvent venir sur
la base du volontariat. Mais pour ça, il faut qu'ils connaissent l'existence du CPCA. Donc c'est un premier pas aujourd'hui de cette signature de la Convention va nous permettre de déployer une communication sur la Guadeloupe pour permettre aux auteurs d'avoir connaissance de ce CPCA, aux victimes aussi d'avoir connaissance de ce CPCA et de démarrer les premières prises en charge. Un reportage signé Michel Depape. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Un petit rappel effectivement du dernier point Covid qui s'est déroulé cet après-midi. On compte 237 nouveaux cas en Guadeloupe, soit une centaine de plus que la semaine précédente. Le taux d'incidence passe de 91 pour 100 000 habitants à 76 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est quasiment divisé par 2. Il est de 2,3% contre 4,2% la semaine dernière. Le facteur de reproduction baisse de 0,61 à 0,59 et 13 décès sont déclarés sur la période contre 18 la semaine dernière. Notez que les restrictions restent inchangées comparativement à ce que monsieur le préfet avait annoncé la semaine précédente. Donc à partir du 8, vous pourrez vous déplacer à plus de 10 km de votre domicile si ce n'était pas déjà le cas. Les restaurants de moins de 30 clients peuvent recevoir sans passe sanitaire pendant les 2 prochaines semaines, en espèce de tifavet avant effectivement de passer en mode répressif. Les bars et restaurants, eux, restent fermés. L'apéro, ce sera à la maison. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, toujours interdits sur la voie publique. Et à partir du 6 novembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les 12 ans. La vaccination, elle, peine à progresser depuis au moins 3 semaines maintenant. Une fois le pic épidémique passé, finalement, les Guadeloupéens ne se tournent plus trop vers la vaccination. On est à 5 000, voire 6 000 injections par semaine. On est bien loin des valeurs du pic. Et notez que la vaccination en Guadeloupe, c'est 28% de schéma complet pour le moment. Mais ça n'avance guère depuis plusieurs mois. Voilà, chers téléspectateurs, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Je vous fais des bisous. Bye bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et nous serons donc devant le Conseil de l'Ordre à Grand-Camp aux Abîmes pour l'audition et la convocation du docteur Floch, un docteur de Saint-François. Il exerce sur Saint-François et il a été auditionné cet après-midi par rapport à des ordonnances qu'il délivrait pour traiter le Covid avec le fameux protocole du professeur Raoult. Et donc, visiblement, 3 de ces ordonnances ont été envoyées à l'ordre des médecins, donc une dénonciation anonyme de façon à ce qu'on puisse visiblement traiter son cas. Mais il l'a affirmé, et vous le verrez dans le reportage, qu'effectivement, il va continuer à soigner, il continuera à traiter ses patients dans tous les cas. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Pipo Filou, à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Éluc Saint-Mathieu, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Alain Hain, bonsoir à Joyce Gabo, à Marius Labissi, bonsoir à Josélita Jérémy. Il y a quelqu'un qui me demandait si on n'a pas de mari pour faire les palpations des seins, là, pour voir effectivement si on n'a pas des petites masses qui pourraient alerter, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, trouver un candidat qui serait prêt à vous donner ce petit coup de main. Bonsoir également à Titi Guadeloupe, bonsoir à Joli Cœur Bégarin, bonsoir à Odile Zingilet, à Foxy Sac, Doug GBM, et bonsoir aussi au monsieur que j'ai vu devant ce Dialcash qui m'a parlé des bonsoirs. Je vous salue aussi. Bisous tout le monde. On se retrouve après la pub pour effectivement cette convocation du docteur Floch. Pas mal d'interviews, il y avait beaucoup de monde présent, il y avait au moins 200 personnes qui étaient présentes pour le soutenir, c'est énorme. Une bonne soirée à vous. Bisous.